Nous recevons ce soir Mactar Diop. Bonsoir. Bonsoir, Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous deviendrez le 1er juillet, dans 2 semaines environ, le vice-président de la Banque mondiale en charge des infrastructures. Vous étiez jusque-là le vice-président de cette même institution en charge de l'Afrique subsaharienne. Et je précise que vous avez aussi été ministre au Sénégal, ministre de l'économie et des finances. Alors pour bien comprendre, c'est des concepts qui ne sont pas toujours évidents dans l'actualité économique, macroéconomique mondiale. On entend parler du Fonds monétaire international, le FMI, de l'institution à laquelle vous appartenez, la Banque mondiale. C'est quoi au juste la Banque mondiale? À quoi sert-elle? Que fait-elle? La Banque mondiale est une institution de développement qui contribue au financement des économies des pays en développement. Mais il ne travaille pas seulement dans les pays en développement, il travaille dans les pays également à revenus intermédiaires, au Moyen-Orient, en Asie. En Afrique, qui est certainement le portefeuille le plus important de la Banque mondiale travaille, finance les économies. Cette année, par exemple, 17 milliards ont été prêtés aux pays africains. Sur les 6 dernières années au cours desquelles j'ai dirigé le département Afrique, nous avons prêté un total de 70 milliards de dollars. Donc c'est important en termes de contribution financière. Mais il ne s'agit pas seulement de la contribution financière, c'est également aider les pays à travers notre savoir-faire à réformer les économies, à mettre en place des institutions, de financer les infrastructures et l'éducation, la santé et autres. Alors quel sera à vous votre rôle précis en tant que vice-président pour les infrastructures? Qu'entend-on par infrastructure? Dans mon portefeuille de la Banque mondiale, à partir du 1er juillet, il y aura l'énergie, les industries extractives, les mines, le transport, l'économie digitale et le partenariat public-privé. Donc ça représente environ un tiers du portefeuille de la Banque mondiale. Des secteurs sur lesquels on imagine vous avez déjà travaillé lorsque vous étiez en charge ces 6 dernières années pour l'Afrique. Quel bilan tirez-vous de votre mandat, entre guillemets, si l'on peut dire? Le bilan que je tire, c'est que l'Afrique maintenant a une économie qui est beaucoup plus résiliente, qui est beaucoup plus intégrée dans le reste de l'économie mondiale et qui essaie de profiter du changement technologique pour ce qu'on appelle en anglais faire du leapfrogging. Donc on a eu des périodes de crise au niveau de l'économie internationale et on a vu que les économies africaines ont pu résister un peu mieux que par le passé et mieux que certaines parties du monde. Aujourd'hui, on aura un retour un peu de la croissance en Afrique avec une croissance de 3,1% cette année. Et on a eu toute une décennie où la croissance en moyenne était de l'ordre de 5%. Donc on a une croissance qui est robuste. Maintenant, elle est insuffisante parce qu'on a un taux de croissance démographique qui est élevé en Afrique et qui fait que tant qu'on n'a pas un taux de croissance de plus de 2,7% par an, on n'a pas de croissance par tête d'habitant. Donc il faut continuer à avoir une croissance encore plus forte et une croissance qui soit mieux distribuée. Et une croissance qui permette justement de réduire les inégalités et d'inclure une frange plus importante de la population dans le secteur productif et de préférence formelle. Quels sont les pays en Afrique qui tirent la croissance vers le haut aujourd'hui en 2018? En 2018, nous avons eu le Rwanda, un pays qui a eu un taux de croissance élevé. Nous avons eu des pays comme la Côte d'Ivoire qui ont également eu un taux de croissance élevé. Et on constate que tous les pays qui ont pu diversifier leur économie un peu et qui sont moins dépendants des matières premières, particulièrement du pétrole, ont eu des taux de croissance plus élevés. En l'occurrence, le Rwanda, c'est plus le numérique. On entend beaucoup parler aujourd'hui de ce pays comme un pays qui a misé, qui a la 4G quasiment partout. Le Rwanda, c'est le numérique? C'est le numérique, ce sont les services qui ont été extrêmement importants. Non seulement ça a été la 4G, ça a été les communications. Le secteur financier, ils ont beaucoup investi pour faire de Kigali une place financière sous-régionale. Et ils sont en train de mettre en place maintenant Rwanda Airways, qui est Air Rwanda, je crois, Rwanda Airways, qui est la compagnie de transport aérien qui leur permettra justement de devenir un centre un peu de service. C'est la vision, la stratégie que le Rwanda a. Et la Côte d'Ivoire, sur quoi a-t-elle misé? La Côte d'Ivoire, ça a été une combinaison. Ça fait un effet de rebond après la crise politique que la Côte d'Ivoire a connue, mais on a vu des secteurs comme le cacao, la noix de cajou, qui ont cru et qui ont permis d'avoir cette croissance. Le bio notamment, ou est-ce que c'est un mythe? Le bio, Le bio, oui. La Côte d'Ivoire miserait sur le cacao bio notamment? Cacao bio, cacao plus traditionnel. Et surtout, ils essaient de faire une transformation de la matière première qui est beaucoup plus importante. On a préparé un projet de 300 millions de dollars pour la Côte d'Ivoire qui vise justement à augmenter la valeur ajoutée
autour du cacao. Et c'est ce genre de choses qu'on voit arriver maintenant de plus en plus en Afrique avec une transformation des matières premières. Alors vous avez un poste stratégique qui va englober, vous l'avez dit, les transports, l'économie, le numérique, les partenaires publics-privés. Vous êtes très attendu par les gouvernements africains qui misent beaucoup sur les infrastructures. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous comptez répondre à leurs attentes? Comment vous comptez-vous à la Banque mondiale les aider? Nous comptons les aider en essayant d'abord de créer un environnement qui permette au secteur privé d'investir encore plus en Afrique, parce que l'investissement dans le secteur des infrastructures est important du secteur public, mais il n'est pas suffisant. Donc les PPP, ça va être central dans ce qu'on va faire. Au niveau des infrastructures énergétiques, on a fait de gros progrès. Il y a 6 ans de cela, lorsque j'ai pris la direction du département Afrique à la Banque mondiale, nous n'avions pas autant de contrats de PPP dans le secteur de l'énergie. Aujourd'hui, on voit partout des contrats de PPP pour la production d'électricité. Maintenant, il s'agit d'améliorer la situation institutionnelle et financière des sociétés de distribution. C'est ça qui va permettre vraiment d'accélérer l'accès à l'énergie. Aujourd'hui, environ 35% des Africains ont accès à l'électricité. Dans les villes, c'est beaucoup plus. Maintenant, il faut attaquer les campagnes et s'assurer que donc l'accès à l'énergie est universel. Un pays comme le Kenya, c'est fixé cet objectif dans un avenir très court. Alors il y a les PPP, partenaires publics-privés, il y a aussi les États, les géants comme la Chine, de plus en plus présents sur le continent. Les investissements ont quasiment été multipliés par 20 ces dernières années entre la Chine et l'Afrique. On a le sentiment quand même que la frontière est parfois floue, ténue entre investissement d'une puissance comme la Chine ou de puissances comme la France, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne en Afrique et la prédation, notamment des ressources naturelles. On pense par exemple au Congo-Kinshasa et de son sous-sol qui est le plus riche du monde. Est-ce que ça, c'est une problématique que vous prenez en compte, vous, à la Banque mondiale? Bien sûr, c'est une problématique. Si on prend le cas du Congo, nous avions eu un programme avec le Congo où nous avons réussi à rendre publics les contrats miniers. C'était dans le cadre des réformes et pour améliorer la transparence au Congo, c'est un élément essentiel. C'était un pas, c'était un pas important et on voudrait faire beaucoup plus de pas dans cette direction. Parce que plus on aura cette transparence, plus on permettra au pays d'avoir des contrats équitable et avoir une relation qui soit beaucoup plus équitable. Cela étant dit, il faut également créer un environnement qui soit stable pour qu'il n'y ait pas une révision en permanence des contrats, parce que cela crée un certain niveau d'incertitude. Vous parlez de la révision du code minier par le gouvernement congolais? Non, c'est quelque chose qui est en train d'être discuté. Le gouvernement nous a demandé justement, comme on appelle en anglais honest broker, de donner un peu une contribution sur la définition du nouveau code, et nous l'avons fourni. Et aujourd'hui, le gouvernement est en train de mettre en place un code minier qui, nous l'espérons, permettra de sécuriser l'environnement pour les investisseurs. Mais vous trouvez que c'est bien, la Banque mondiale, que la Chine notamment, ou encore la Russie, soit de plus en plus présente économiquement sur le continent africain? Le continent africain, à mon avis, doit être ouvert à tout le monde, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la Chine, que ce soit le Japon ou autres pays. D'abord, l'Afrique est pour les Africains. Et tant que l'élément le plus important, c'est que les Africains puissent définir eux-mêmes les conditions dans lesquelles ils veulent que l'investissement privé se fasse dans leur pays. Et je crois qu'on devrait éviter de décider pour les Africains quels sont les investisseurs qui sont de bons investisseurs. Cela étant dit, nous travaillons beaucoup avec les investisseurs chinois et le gouvernement chinois pour améliorer les conditions d'investissement, les conditions environnementales, les conditions sociales qui sont liées à certains investissements que les privés chinois sont en train de faire en Afrique. Alors on parle de l'Afrique, mais rappelons que vous aurez à partir du 1er juillet en charge le monde entier. Difficile de ne pas vous parler, Mactar Diop, de la situation dans un pays sud-américain, en l'occurrence le Venezuela. Situation totalement hallucinante aujourd'hui au Venezuela pour cette population, crise politique, crise économique sans précédent. Que peut faire par exemple la Banque mondiale pour ce pays ? Se préparer à ce que, lorsque les conditions politiques seront réunies, qu'on puisse être là et aider l'économie de ce pays à se redresser. Je dois vous dire que j'ai été aussi pendant 2 ans
près de 2 ans directeur pour les infrastructures, le secteur privé en Amérique latine. Ouais. Donc j'ai couvert un peu ces pays et il est clair que le Venezuela aujourd'hui a besoin de changements qui permettraient justement de recréer ces conditions. Donc ce que nous faisons, c'est dans l'attente d'une solution politique qui permettrait aux investisseurs de venir, de se préparer, d'avoir des programmes en place et pour que le jour J, on puisse réengager avec le Venezuela. Ouais. Est-ce que, comme le FMI, la Banque mondiale, vous prêtez de l'argent d'abord, on imagine qu'il y a des taux pour rembourser, ces pays doivent vous rembourser, comment ça se passe? C'est presque des taux zéro. Hein. Pour les pays les plus pauvres, ce sont presque des taux, des quasi-dons, ouais. Moins d'1% sur une période qui va jusqu'à de 30 à 50 ans. Donc en échange, qu'est-ce que vous exigez? Des réformes économiques? Des réformes économiques. Quoi, l'austérité? Ce n'est pas l'austérité, c'est l'efficacité de l'économie et une plus grande équité dans l'utilisation des ressources. Ce que nous faisons, c'est de dire, par exemple, il faudrait qu'il y ait la compétition dans l'accès à l'Internet. Que l'Internet ne soit pas seulement dominé par un monopole, qu'il soit public ou privé, et que les coûts d'utilisation soient élevés. On pousse pour qu'il y ait plus de compétition et pour que le coût au consommateur soit plus bas. Ce qu'on fait également, c'est qu'on essaie dans les discussions avec le gouvernement, on essaie d'insister sur le fait qu'il faut des entreprises publiques qui soient efficientes, qui, si le gouvernement décide de prendre cette voie, qui ait la même efficacité économique qu'une entreprise du secteur privé, pour que le consommateur, in fine, en bénéficie au maximum. Merci beaucoup Maktar Diop. Et pour finir par un exemple, la Banque mondiale vient d'accorder via une association internationale de développement, l'IDA, 15 millions de dollars en faveur de 6 000 femmes et jeunes à Djibouti, dans l'Est de l'Afrique. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Merci beaucoup Mohamed.